Bien, bonsoir Eva, merci d'être avec nous ce soir dans la boîte. Merci à toi pour l'invitation. Tu viens nous parler du livre dont on voit la couverture, La trace des étoiles. Oui, tout à fait. Je vais mettre un peu plus fort. Comme ça, quand tu parles, je vérifierai le son. Avant toute chose, puisqu'on te découvre, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de toi? Alors, en quelques mots, je suis belge, j'ai 32 ans, je suis comptable et GRH de formation et depuis 5 ans, j'ai réalisé mon rêve et je suis maintenant professeure de sciences économiques et de droit en secondaire. J'ai 2 petits-enfants de 5 et 3 ans, j'ai toujours adoré lire et depuis presque 2 ans maintenant, je me suis mise à l'écriture. Merveilleux. Alors, mais déjà pour t'accueillir, on est comme ça ici, on a le sens de l'accueil. Johan te dit, j'aime beaucoup cette couverture, et ben moi aussi. Et d'ailleurs, c'est une de mes questions, donc je la note, on va y revenir. Rosalie Loï trouve que la couverture est très très jolie aussi. On va y revenir parce que je pense que ça a beaucoup d'importance. Moi j'aime bien Oui. choisir mes livres aussi avec la couverture. Je sais que c'est parfois idiot, mais j'aime bien quand même. Parfois je fais des choses idiotes. Et alors il n'y a pas que la couverture, mais la tienne est particulièrement réussie. On va parler donc de La trace des étoiles, de ta maison d'édition, évidemment. Mais avant, en fait, parce que j'ai repris cette vieille habitude dès la semaine dernière, je te propose de faire connaissance différemment avec le portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Oui, je sais, tout le monde nous l'envie, et pourtant c'est nous qui l'avons. Et donc, si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi en quelques mots? Alors, un livre de chevet, je ne sais pas, mais je pense que je serais un livre d'Aurélie Valogne. Difficile de me positionner sur un plus qu'un autre. En fait, j'ai besoin de livres qui me font du bien quand je lis. Et voilà, Aurélie Valogne, c'est l'auteur par excellence qui me fait du bien, qui parle finalement de thèmes qui ne sont pas exceptionnels et qui pourtant m'accrochent tout de suite. Et on va en reparler avec ton livre. Si tu étais un format, alors je pourrais en citer, mais alors ça induit ta réponse, alors je vais pas en citer, mais un format de livre. Le format, alors j'aime le format poche parce que je peux toujours en glisser un dans mon sac et donc partout où je suis, je peux toujours avoir un livre sur moi. Et j'aime aussi beaucoup le format broché parce que j'aime bien avoir ma bibliothèque remplie de beaux grands livres brochés. Donc je dirais quand même les brochés. Les brochets, une maison d'édition. En page évidemment. En page, on va en parler. Maison en Belgique, du Oui. côté Oui. de Verviers, région de Liège. Oui. Donc sur la droite, pour nos amis français qui ne connaissent pas Verviers, on ne sait jamais. Mais comme je vous disais, moi je suis nul en géo, mais Verviers ça va. Donc comme ça je fais du guide en même temps. Si tu étais un rayon dans une librairie, lequel choisirais-tu? Ceux qui font du bien aussi? Ou autre chose? Du coup, oui, sans surprise, le rayon Feel Good. C'est 90% de ma bibliothèque. Donc disons le rayon Feel Good. Si tu étais un marque-page original? Je serais le marque-page qui est dans tous mes romans, qui est un marque-page que mon petit garçon m'a colorié avec un cœur dessus. Oh, j'ai envie de le voir. Tu l'as tout prêt? Tout près, non. Je t'enverrai une photo. D'accord, bon, on va imaginer. Si tu étais un personnage, fictif ou réel, comme tu veux. Un personnage fictif ou réel. Je serais, je pense, Luce, le personnage, la maman d'Esteban dans mon roman La trace des étoiles. Eh bien, on va en parler aussi. Tu nous diras pourquoi. Si tu étais un temps de Avec conjugaison. Si j'étais un temps de conjugaison, le présent. J'essaye de ne pas ressasser ce qui s'est passé hier et de ne pas trop me projeter, même si j'ai beaucoup de mal à ne pas me projeter et faire des plans sur la comète. Disons le présent, c'est le plus raisonnable. Et tu écris au présent aussi, pour les gens qui nous écoutent? Et j'écris au passé, par contre. Tu écris au passé, ok. Oui. Si tu étais une musique ou une bande-son, par exemple pour ton livre, ou pour toi? Si j'étais une bande-son... si j'étais pour mon livre, je serais une musique à la flûte de Pan. C'est typique Pérou? C'est
Ça fait très cliché, mais c'est vrai que quand on se promène là-bas, c'est Mhm. beaucoup de CD qui tournent, pas tellement de péruviens avec la flûte de Pan comme on voit chez nous, mais par contre Mhm. là-bas, il passe beaucoup de CD dans les villes, et donc c'est vrai qu'on a cette ambiance assez générale. Alors, oui, Kiko, je sais faire ça. Hop, voilà. Voilà, voilà. Si tu étais un signe de ponctuation. Le point d'exclamation. J'ai parfois du mal à canaliser mes émotions, et même dans mes SMS, on me dit parfois arrête d'utiliser les points d'exclamation. Donc sans doute le point d'exclamation. Ils font des très bons groupes hein, pour ça. Où, C'est vrai. vous pouvez en parler tous ensemble. Parce que j'ai eu ce problème-là à un moment, c'est pour ça. J'en ris, j'ai un de mes correcteurs qui m'a dit arrête les points d'exclamation, c'est pas possible. C'est vrai qu'on en met beaucoup. Quand j'écris, j'essaye de me canaliser, mais C'est c'est vrai. vrai que quand j'envoie des messages ou des mails, souvent on me dit mais est-ce que tu as compté le nombre de points d'exclamation? Top Kiko, merci beaucoup. Dernière petite question de ce portrait péruvien littéraire. Si tu étais un verbe, Aimer. tu veux dire pourquoi? Non, ça se passe de tout commentaire, ça. Euh, oui, pour le verbe en général, pour l'amour que je porte à mes enfants, l'amour maternel qui est le sujet principal de mon roman et qu'on suit, qui sert de trame de fond à toute l'histoire. Et voilà, le verbe le plus important pour moi. Eh bien, c'est ma première question. Et alors, vous le savez tous qui avez l'habitude de m'écouter ici, bah, Eva, elle va te renverser de ta chaise par son incroyable originalité. Peux-tu nous pitcher La Trace des Étoiles? De quoi parle ce roman Avec plaisir. en quelques mots, puisqu'on va évidemment en parler longuement ce soir. Oui, donc on démarre avec des destins croisés. On suit un chapitre sur deux un petit garçon qui s'appelle Esteban et un chapitre sur deux un jeune homme qui s'appelle Louis. Esteban, c'est un petit Péruvien qui a 4 ans, qui va devoir aller travailler à la mine avec ses parents dès qu'il aura 5 ans. Et sa maman rêve qu'il soit instruit, et c'est pas possible parce qu'il n'y a pas d'école à moins de 2 heures de marche et que Luz doit travailler pour pouvoir manger. Et donc finalement, son papa signe un contrat pour qu'il puisse partir travailler à Lima, 3 jours par semaine comme cireur de chaussures, et le reste du temps pour aller à l'école. Et Luz panique, elle le prend sous le bras et elle décide de fuir le Pérou avec lui. Et donc on va suivre un chapitre sur deux la fuite et la traversée des montagnes pour essayer de garder son fils avec elle. Et à côté de ça, on est à Fontvieille, dans le sud de la France, tout près d'Avignon. Et on suit Louis, qui est étudiant en médecine à Marseille, pardon, et pour qui tout se passe assez bien. Il a des parents qui ont un bel hôtel, il a toujours eu une vie assez facile, il a sa petite amie avec qui il vit dans un appartement. Et puis, lors de son dernier stage, il se fait agresser à l'hôpital par un clou rouillé, il n'a pas été vacciné à temps, et quand il ouvre son dossier médical, sa vie explose. Et voilà, à partir de là, il va mener des recherches, et puis forcément, le destin d'Esteban et celui de Louis vont finir par se croiser. Et on n'en dit pas plus pour l'instant. Alors, petite info service, je répète toujours, et vous allez le comprendre tout de suite, je viens, pendant que tu parlais, de changer mon plan. J'adore faire ça. En fait, je fais pareil quand j'écris et quand je pose des questions. Donc, vos questions seront toujours prioritaires sur les miennes. Donc, dans la chatroom, vous n'hésitez surtout pas. Si vous avez envie de réagir à ce que Eva nous explique ou de lui poser des questions, eh bien, j'essayerai de relayer au mieux tout ça. Je pense que tu les vois aussi, Eva, mais voilà. Donc, n'hésitez surtout pas. Et au passage, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton suivre en bas à droite de la vidéo, ça aide énormément et puis comme ça on vous accueille dans notre belle communauté de la boîte. Alors, on va parler de la couverture parce que dans le chat on parle de ça et c'est vrai que c'est une de mes questions parce que c'est la première chose qu'on voit dans un livre. Elle est un peu féerique, j'avais l'impression, spontanément, et très jolie, j'aime bien ces couleurs-là. Mais est-ce qu'il y a une touche de féerie, de fantasy dans ton roman? Non, En fait, quel genre de roman est-ce? Parce que je sais que certains aiment bien le savoir avant de se lancer ou pas. Et donc, ça donnait cette impression. C'est pas du tout fantasy. Donc c'est vraiment un roman assez réaliste. Et ce côté un peu féerique, c'est peut-être les étoiles qui font ça. J'avais une idée assez précise de ce que je voulais. J'aime beaucoup cette couverture aussi. Les graphistes ont vraiment fait un travail en or. Et voilà, c'est exactement ce que je voulais, mais peut-être que ça donne l'impression d'un roman fantastique, mais ça ne l'est pas du tout.
Et donc, Johan nous dit dans le chat, la destinée, et c'est un peu le thème, hein, finalement, on y reviendra aussi, mais c'est, est-ce que les choses nous arrivent par hasard? Et est-ce que le destin c'est sème la grande ces question bonnes que Louis va se étoiles? poser dans sa quête. Donc c'est une quête, c'est sur le destin, sur les étoiles qui jalonnent le parcours, si je comprends bien. Oui, c'est ça. On va revenir un peu sur les personnages, si tu veux bien. Tu vas un peu nous les présenter plus longuement. Hein. On va commencer par Esteban, priorité aux enfants de 4 ans. C'est comme ça. Donc Esteban, il a 4 ans, il est pauvre, il est absolument heureux par la vie qu'il mène. Il vit dans un petit village qui s'appelle Pamparomas au Pérou. Il vadrouille toute la journée avec sa meilleure amie Anna, qui est sa petite voisine. Et lui, en fait, ne voit pas du tout le problème. C'est un petit garçon plein de joie de vivre, à qui je me suis très vite attachée, en fait. Et donc, voilà, j'ai voyagé avec lui autant que le lecteur, j'espère. Et c'est un voyage humanitaire qui t'a inspiré, ce personnage d'Esteban. Oui. Alors, oui, donc roulement de tambour. Où es-tu allé? Donc, je suis allée à Pamparomas il y a 15 ans avec l'école secondaire où j'étais, donc le collège de Herve. On est parti 5 semaines à Pamparomas construire une maison de paysans pour aider les gens là-bas. Et ça a été le voyage le plus retournant de ma vie. On a eu le choc culturel en partant et en arrivant là-bas. Et puis, en 5 semaines, on a le temps de se faire à la vie. On vivait chez les habitants, on s'est attaché à eux. Et c'est vrai qu'on a eu le choc culturel en revenant après aussi. Et c'est vraiment un voyage, donc c'était il y a 15 ans, mais qui m'a marqué et auquel je pense, si pas tous les jours, en tout cas très régulièrement. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, ça m'a paru évident que je devais situer mon histoire là-bas pour pouvoir revoyager, revivre ce voyage une deuxième fois et puis partager ce que j'avais vécu là-bas avec les lecteurs. Et donc là-bas, tu y es resté pendant plusieurs semaines? On y est resté plus ou moins 5 semaines. Plus ou moins 5 semaines? Il y a 15 ans? C'est pas rien. Et donc, construire une maison. Ça consiste en quoi? Construire une maison, donc, quel était une maison de paysans. En fait, Pamparomas, c'est la commune, si on veut. Donc les gens venaient à pied faire leurs papiers. Et les montagnes là-bas sont dangereuses. Et donc souvent, ils marchaient une journée, puis ils repartaient de nuit. Et donc cette Casa Campesina, comme ils appellent ça, ça permet aux gens maintenant de dormir à Pamparomas et de repartir le matin quand le soleil est levé. Et que donc c'est beaucoup plus sécurisant pour eux. C'est comme un bivouac, mais en version plus sympathique. Voilà, okay. C'est ça. Et je me demandais donc, quand même, il y a un écart entre ton voyage et la sortie de ce livre, parce qu'il est sorti, je pense, assez récemment, hein, en 2021. Oui, ça va faire un an, mi-mai, oui, c'est ça. Mi-mai 2021. Tu as commencé à imaginer Esteban et cette histoire déjà à l'époque, ou pas du plus tout. récemment? Quand je suis partie là-bas, je n'avais pas de projet d'écrire, mais j'ai rédigé beaucoup de carnets de voyage avec tous mes souvenirs. Et je me suis mise à l'écriture un peu par hasard il y a 2 ans. Et tout de suite, je me suis dit, en fait, ça doit se passer là. Donc, j'ai ressorti tous mes carnets de voyage, mais ça n'a jamais été un projet en me disant, un jour, je ferai un roman sur le Pérou. Et il y avait quoi dans ces carnets? Il y avait tous les destins que nos petites sœurs d'accueil nous ont fait. Il y avait tous les souvenirs, toutes les petites péripéties qui nous sont arrivées, des petits mots des autres étudiants avec qui je suis partie. Donc, on était un groupe, on était une trentaine à partir ensemble. Et c'est vrai qu'on a tous écrit dans les carnets les uns des autres. Et donc, écrire La Trace des étoiles, ça m'a permis aussi de revivre ce voyage et c'était vraiment que du bonheur pour cette partie-là. Alors, on l'a dit, Esteban, il a 4 ans. En tout cas, il va sur ses 5 ans. Est-ce que c'est plus compliqué à inventer qu'un adulte quand tu inventes ce personnage jeune, très jeune? En plus, dans une culture qui est différente. Beaucoup avec des enfants parce que ils se gèrent en fait là-bas et donc on en a beaucoup sur le chantier tous les jours et c'est vrai que dans mes carnets de voyage j'ai des dizaines de souvenirs et d'anecdotes de petits enfants de 4-5 ans qui passaient leur journée avec nous et puis mon petit garçon a 5 ans et donc c'est vrai qu'il y a plein d'anecdotes qui me revenaient et on est en plein dans cette phase donc j'ai trouvé ça assez facile et assez drôle à écrire. Et maintenant on veut connaître quelles anecdotes as-tu retenues de ce voyage? Les principales, peut-être le fait qu'ils ne sont pas du tout organisés comme nous.
Donc ils n'ont pas grand-chose, ils ont le cœur sur la main. Notre maman d'accueil, quand on est arrivé, elle gagnait l'équivalent de 5 € par mois. Et pour le mois où on était là, elle avait pris la télé en noir et blanc. Ça lui avait coûté 5 €, donc son salaire mensuel, pour qu'on puisse voir Laurel et Hardy en noir et blanc passer toute la journée sur cette petite télé. Donc il y avait ce stress de ne pas savoir si fin du mois il y aurait encore de l'argent pour manger. Et c'est vrai que ça on le sentait, c'était vraiment, on tirait le diable par la queue. Dès qu'on ramassait, si on se promenait et qu'on voyait un fruit ou un légume, on le ramassait, on passait jamais à côté. Par contre, il n'avait pas du tout le stress du travail qu'on a ici. Donc c'est vrai que sur le chantier, on a eu des jours, notamment le souvenir qui m'a le plus marqué, un jour on est arrivé, il nous a dit aujourd'hui c'est le jour du béton, donc il faut 3 étudiants pour couler le béton. Donc on était 30, on a été 27 à jouer aux cartes toute la journée en demandant ce qu'on pouvait faire, on ne disait rien, il faut 3 étudiants. Et puis le lendemain, on a dit aujourd'hui c'est le jour des pierres, donc il faut descendre à la rivière, remplir un camion de pierres. Et il leur a dit mais enfin hier on aurait pu descendre à 27, ramasser des pierres et 3 qui coulaient le béton. Et ils nous ont regardé avec des yeux gros comme des billes en disant mais non, mais hier c'était le jour du béton, donc on ne peut pas ramasser des pierres. Aujourd'hui c'est le jour des pierres, donc on fait plus de béton. Et en fait c'est vraiment des tâches très séparées et ça nous a un peu chamboulés. Et en même temps 15 ans après ça nous fait beaucoup rire d'y repenser. Si mon employeur écoute... Le mien aussi. Voilà. Si vous pensez comme nous, vous n'hésitez surtout pas. Mais c'est fou. Donc la rentabilité, tout ça, bof. Et il y a quoi comme climat au Pérou où tu étais? Alors nous, on est partis en hiver. Donc la journée, quand le soleil sort, il fait 20 degrés. Et c'est vrai que ça aussi, on nous avait dit, faites attention quand le soleil se couche. C'est violent, mais on avait 17 ans, on a fait les malins, on est partis en t-shirt et on s'est retrouvés d'un coup avec des températures négatives en t-shirt sur le chantier à courir pour aller chercher notre veste de ski. Donc le soir, il faisait très très froid et la journée, on travaillait en t-shirt sur le chantier. Et entre ce que tu as écrit sur tes carnets et la rédaction dans le livre, il se passe quoi? Comment on travaille sur base d'anciennes notes? Moi, je pense, pour l'anecdote, si je devais faire ça, j'arriverais déjà pas à me relire, probablement. Parce que je retombe parfois sur des vieux textes, j'arrive à peine à les lire. Donc, comment on fait? T'avais quoi finalement comme quantité, comme matière, comme anecdote? Et comment tu as fait pour les retravailler pour que ça devienne ton livre? Je me suis pas vraiment... Enfin, j'ai pas retravaillé mes anecdotes, mais c'est vrai que j'ai relu mes carnets de voyage et en fait, tout le périple qu'Esteban va faire en fouillant Pamparomas, c'est le périple qu'on a fait, nous, à l'envers pour arriver à Pamparomas. Donc, il va retraverser toutes ces villes que nous, on a découvert en arrivant au Pérou. Lui fouille Pamparomas et donc traverse toutes ces villes que j'ai découvertes et où j'ai vécu des choses. Donc c'est vrai que relire mes carnets, ça m'a permis vraiment de m'imprégner de l'ambiance. C'est plutôt ça en fait. J'ai relu, j'ai eu l'impression de repartir là-bas et puis ça m'a aidé pour situer mon histoire. Et donc, quand on lit ton livre, on voyage vraiment au Pérou. C'est des choses... Mais quelle est la marge que tu as inventée? Ou est-ce que tu t'es vraiment fié à tes souvenirs et tu as décrit les choses telles qu'elles étaient ou telles qu'elles sont encore? Est-ce que c'est réaliste? L'histoire d'Esteban, c'est vraiment une fiction. Donc tous les personnages qu'on rencontre dans le roman, c'est pas des personnages que j'ai rencontrés. Maintenant, les lieux que je décris, c'est des lieux où je suis passée. Donc tout ce qui est vraiment décor est réel. Et puis toute l'histoire dedans, toute la trame est purement fictive. Et comment on choisit ça? C'est l'histoire qui t'a... Donc, tu voulais parler des destins, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, hein, vous le lisiez dans le chat aussi. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Mais est-ce que tu as eu une idée pour l'histoire en parlant de destinée, etc. et tu t'es dit, ok, du coup, j'utilise mon Pérou. Ou alors, est-ce que tu t'es dit, j'aimerais bien écrire un livre notamment avec le Pérou, donc qu'est-ce que je pourrais faire comme histoire? Ton raisonnement était dans quel sens? Plutôt le premier. Donc en fait, quand j'ai commencé à écrire, je me suis jamais dit qu'un jour ce serait un roman avec une belle couverture dans un rayon de librairie. J'ai vraiment commencé à écrire en me disant je vais tester, voir si j'arrive au bout d'un manuscrit. Donc c'était vraiment pour moi. Et à la base, j'ai écrit que l'histoire d'Esteban. Donc ça, c'était vraiment la trame que je m'étais fixée. Je savais ce qui allait arriver à Esteban. Et puis après ça, ça me plaisait bien, je me suis accrochée au personnage et donc est né Louis qui est arrivé. Et puis je me suis vraiment laissée porter par mes personnages jusqu'au bout du manuscrit. Et c'est vrai que c'est après ça qu'on m'a dit, en fait il est sympa, tu devrais essayer les maisons d'édition. Et puis de là, j'en ai essayé 2-3 et je suis tombée sur Émilie Kazongo qui est là, qui nous écoute chez Ampage. Et voilà, j'ai eu la chance qu'il tombe entre ses mains, qu'elle le lise tout de suite.
qu'elle ait un coup de cœur et qui se retrouve aujourd'hui en librairie, mais c'était vraiment pas, je me suis jamais dit en commençant, ça doit être un roman qui sera édité. C'était vraiment pour moi en me disant, je le ferai lire à mon entourage et puis ce sera sympa si j'arrive au bout. Et bonsoir Émilie, bienvenue. Je suis ravi de t'accueillir ici aussi. Mais tu parlais de Louis, c'est le deuxième personnage principal, mais on va parler de la maman aussi. Hein. Je te l'ai promis. Oui. Mais je te l'ai promis, donc on va parler de Luce juste après. Mais... Donc Louis, là on est dans le sud de la France. Alors ça c'est plutôt les cigales, hein, tu disais tout à l'heure. Et donc ce sud de la France, c'est en partie là que le personnage a vu le jour, je crois. Pareil, est-ce que tu as été sur place? Comment tu as construit du coup ce personnage? Oui, donc Fontvieille, c'est un village où on part, si pas chaque année, presque chaque année depuis qu'on est tout petit. Maintenant, je pars avec mon mari et mes enfants, donc c'est vraiment un village qui me tient particulièrement à cœur, que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que quand Louis a dû voir le jour, je me suis dit, en fait, il faisait très moche quand j'ai écrit il y a plus ou moins 2 ans, et donc je me suis dit, après le Pérou où il fait beau, je vais prendre Fontvieille où il fait très beau aussi, ça va me faire beaucoup de bien d'écrire sur Fontvieille. Et donc voilà, j'ai embarqué avec Louis au soleil, et donc c'est pareil. Louis, tous les lieux où il se rend, tous les lieux qu'il traverse, c'est des lieux où je me rends régulièrement et qui me tiennent à cœur. Donc Louis n'existe pas, mais tout son décor à lui est un décor tout à fait réel. Et Johan demande dans le chat, est-ce que l'idée de la fin de l'histoire était écrite avant le début? Pas du tout. Donc j'avais en tête l'histoire d'Esteban jusqu'au premier rebondissement, et puis après est né Louis. Et puis leurs destins se sont croisés, et après je me suis vraiment laissée porter. J'avais pas du tout d'idée de ce que ça allait donner, et ça a été la partie la plus gaie pour moi aussi, de me dire chaque soir qu'est-ce qui va leur arriver en fait. C'était presque comme de lire, sauf qu'en fait je pouvais décider, donc j'ai jamais été frustrée puisqu'il se passait absolument tout ce que j'avais envie. Mais ça n'a pas été quelque chose. Je suis pas très carrée quand j'écris, donc j'ai pas de plan, je fais pas mes chapitre par chapitre, et c'est vraiment au fur et à mesure que je me laisse porter. Et donc tu parlais des lieux. Alors les personnages sont inventés, les lieux pas trop. C'est une sécurité d'être dans des lieux que tu as vus, que tu connais, d'y être allé sur place. Et puis comment voient les gens, parce que à Fontvieille, ils ont lu le livre. Ils en pensent quoi? Oui. Ils en pensent quoi les gens là-bas? C'est pas une sécurité, je pense que moi ça me permet de voyager en fait. J'adore voyager en lisant, et donc utiliser les lieux de mes souvenirs, ça me permet de revivre mes voyages, de repartir une deuxième fois sur ces mêmes lieux. C'est pas du tout pour la sécurité, c'est plutôt pour le plaisir pour moi de repartir là-bas, alors qu'ici il neige ou il fait froid, et donc voilà, c'est que du bonheur. Et comment est-ce qu'ils l'ont vu là-bas? Mais ils ont apprécié, donc c'est un peu difficile pour le moment de le distribuer en France. Mais à Fontvieille, ils l'ont lu. Il y a plusieurs personnes qui le distribuent là-bas, et tous les retours qu'on a de Fontvieille sont vraiment bons, donc c'est d'autant plus chouette pour moi. Et tu y es retournée depuis que le livre est sorti? Alors je devais y retourner l'année dernière au mois de septembre, le week-end où ils annonçaient les inondations. Donc on est descendu jusqu'à Paris, et puis on a fait demi-tour et on est remonté. Donc depuis la sortie du livre, j'y suis retournée l'été qui a sorti la sortie. Donc il est sorti mi-mai et j'y suis allée en juillet 2021. Et puis en septembre, ça a été annulé. Puis ça a été annulé. Mais tu as hâte d'y retourner pour voir un petit peu, croiser les gens. Parce que je ne connais pas du tout. C'est quoi? C'est une grande ville, plutôt un village? Ah non, c'est un petit village qui se trouve tout près des Baux-de-Provence, de Mossane. C'est vraiment un tout petit village avec quelques restaurants, quelques hôtels, chambres d'hôtes, et puis l'Arène, l'endroit préféré, notre endroit préféré avec mon frère et ma soeur quand on était petits, qui est devenu l'endroit préféré de mes enfants évidemment. Donc on part souvent le week-end du 14 juillet ou du 15 août pour aller voir toutes les courses à l'Arène. Et ça leur tient vraiment beaucoup à cœur. Donc rien que pour ça, on aime Fontvieille. Et donc le thème du livre, alors il y en a plein, mais j'avais l'impression que c'était aussi un peu le choc des extrêmes, entre notamment la pauvreté, la richesse, puisque d'un côté Louis, a priori, n'avait pas trop de problèmes, qu'a priori Esteban en avait quelques-uns. Ça me fait penser à un choc des extrêmes. Est-ce que c'est ça que tu voulais mettre en avant et utiliser pour ton histoire? Mais pas forcément entre Louis et Esteban, parce que Esteban, pour ceux qui liront peut-être le livre, c'est vraiment un petit garçon qui est très heureux et qui n'a pas conscience de ses problèmes à 4 ans. Évidemment, il ne se rend pas compte de tout ce que ça va impliquer. Donc c'est plutôt entre Luce, sa maman, et puis la vie à Fontvieille de Louis et de sa maman Valentine.
Et puis il y a aussi ce lien très fort entre, que ce soit Esteban et Luz ou que ce soit Louis et Valentine, c'est 2 enfants ou 2 jeunes qui ont une relation très privilégiée avec leur maman. C'est vrai que j'ai grandi dans une famille où on est très proches, je suis très proche de mes enfants, et donc cet amour maternel, cet amour familial, c'est quelque chose qui me tenait très très à cœur. Et le rôle de la maman alors? Et le rôle de la maman. Et tu avais envie de mettre quoi en avant avec ces histoires croisées sur le rôle de la maman? Le fait que je pense que par l'amour, on peut tout réaliser. On ne fera pas mieux ce soir, je coupe le live. Non, je déconne, je ne coupe pas du tout le live, restez. Bonsoir, bonsoir Émilie, bienvenue pour ton premier message dans ce chat. Merci beaucoup d'être là, et puis d'avoir édité ce livre, et avec cette très belle couverture, et puis avec Eva Binamé qu'on apprend à découvrir. Alors en lisant, parce que j'ai un peu été voir les avis qui traînent par-ci par-là des lecteurs, j'aime bien faire ça. J'ai l'impression que c'est un livre plein d'émotions. Est-ce qu'on verse une petite larme? Est-ce que je suis vraiment la plus objective? Moi, j'ai versé une larme en l'écrivant, mais je suis un cœur d'artichaut. Dans les retours que j'ai, oui, souvent on me dit qu'on verse une petite larme avant la fin. Et c'est le plus beau compliment, parce que moi, si je verse une petite larme en lisant, c'est que j'ai bien choisi ma lecture. Alors, c'est une question, on me glisse ça dans l'oreillette. Bon, n'hésitez pas à les poser vraiment dans le chat, plutôt que de me les envoyer par Messenger. Vous êtes des coquins. Mais je le vois, mais c'est pas pratique. Vous voyez, parce qu'en fait, on a le chat sous les yeux. Je balancerai pas les noms, je suis pas comme ça. Alors, tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que ça peut paraître surprenant et en même temps pas tellement. Tu es enseignante dans le secondaire. Tu dis, si je dis des bêtises, je crois pas. Oui, c'est ça. Alors, pas de français. Alors, apparemment, Non. les gens pensent qu'on écrit un livre, on est prof de français. C'est bizarre. Oui, souvent. Toi, c'est sciences et éco. Mais tu écris. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé comme ça? Tu disais, tu m'as dit 2 ans, c'est ça? Donc il est sorti en mai 2021 et j'ai commencé à écrire plus ou moins en mars de l'année avant. Pourquoi? L'interdiction de dire pourquoi pas plutôt en fait. Voilà. Non, j'ai toujours, quand j'étais en secondaire, j'avais une prof de français, peut-être qu'elle nous écoute. On avait le vendredi en dernière heure qui nous trouvait très bruyant le vendredi. Elle était presque pansonnée et donc elle avait pris parti de nous lire un début d'histoire et de nous dire maintenant vous écrivez la suite et surtout vous vous taisez. Et donc c'est vrai que j'ai passé un paquet d'heures le vendredi en dernière heure de cours à écrire des petites nouvelles, des débuts de romans, des choses comme ça, et j'adorais ça. Et puis finalement j'ai commencé mes études, j'ai arrêté, mais j'ai toujours beaucoup lu, et c'est vrai qu'il y a 2 ans, le confinement étant là, j'ai regardé la pile de livres que j'avais lus et je me suis dit en fait pourquoi pas essayer, c'est peut-être le moment, et donc j'ai commencé à écrire. Et donc je vois que Kiko nous a clippé le moment de on ne fera pas mieux. Parce qu'on peut faire des clips. Bien joué. Non, c'est bien joué. Est-ce que tes élèves ont lu le livre? Puisque tu as des classes, une classe, je ne sais pas. J'ai quelques élèves qui l'ont lu parce qu'ils en avaient envie, mais les jeunes n'aiment plus spécialement lire. J'ai mes élèves de 6e année qui ont dû lire pour leur cours de français et que j'ai pu rencontrer, mais je les ai en Sciences Éco, et donc c'est vrai que c'était très chouette de les voir dans le cadre d'une rencontre littéraire, mais finalement, c'est des élèves que j'ai depuis 2 ans en classe et donc que je connais bien, donc c'était vraiment une rencontre super enrichissante. Et puis, tous les élèves de 4e cette année que je n'ai pas ont dû le lire aussi, et donc cette semaine, j'ai eu plein de classes à rencontrer autour de ce roman, et c'est tellement enrichissant, partager avec des jeunes qui n'ont pas de filtre, qui lisent s'ils aiment pas, ceux qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, et donc c'est du pur bonheur. Et il se passe quoi alors dans ces rencontres en classe? Parce que là, tu nous en dis pas assez. Tu dis, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Qu'est-ce qu'ils posent comme question sans filtre que je pourrais leur piquer? En fait, ils préparent une liste de questions, et puis c'est vrai que quand je demande à la fin qui a aimé, qui n'a pas aimé, en règle générale, ils ont tous aimé, même ceux qui, je pense, ont moins aimé n'osent pas. Et puis il y en a un ou l'autre dans une classe qui me disent moi c'est pas du tout mon style de livre, j'ai pas du tout aimé. Il y en a un qui m'a dit moi je me suis arrêtée à la page 50 madame,
voilà, comme ça, le décor est fixé dès le début de la rencontre. Et je trouve que ce côté spontané, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. Il pose plein de questions et puis on voit aussi qu'il tourne autour du pot. Et puis après, certainement, ils me disent est-ce qu'on peut savoir combien gagne un auteur? Ils s'imaginent aussi que je suis riche, que ça y est, que je vais abandonner l'enseignement. Et donc, c'est vrai, c'est super gai de voir toutes leurs questions, tous leurs a priori. Et puis le fait qu'ils n'ont pas de filtre et qu'ils les posent. Donc, c'est génial. Ils n'ont pas de filtre, je confirme. Ouais. Mais, certains, la majorité, mais alors, ceux qui pensent. t'as parlé de ceux qui arrêtent le livre à la page 50, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui ne l'arrêtent pas. Qu'est-ce qui revient Oui, heureusement, c'est une exception qui m'a dit voilà. ça. Mais qu'est-ce qui revient le plus? Parce que, bon, si le livre est... Je disais, j'ai regardé les avis, hein, et franchement, tu as des avis extrêmement positifs. Je pense que c'est un livre qui fait du bien, qui crée de l'émotion, et puis qui fait voyager. Mais donc, eux, ils retiennent quoi quand tu vas dans une classe? Qu'est-ce qui t'est revenu? Il s'attache très vite à Esteban. C'est vrai que c'est des adolescents, et donc ce petit garçon qui doit fuir et qui a une vie tellement différente de la leur, c'est quelque chose qui les marque et qui les accroche. Donc ils m'ont presque tous fait la remarque qu'ils ont adoré Esteban tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont aimé? Il y a une élève qui m'a dit c'est pas pour vous vexer, mais je trouve qu'il était facile à lire. Et je suis pas du tout vexée. C'est un très beau compliment de me dire que il faut pas son dictionnaire pour le lire, et que c'est un roman qui est destiné aux adultes, mais finalement les ados le lisent assez facilement. Et c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit nous, on l'a commencé parce que le prof l'a demandé, mais on déteste lire. Et en fait, on est arrivé au bout et c'était super. Et donc, à la base, destiné aux adultes. Mais À la base, destiné aux adultes. à partir de quel âge on peut s'en sortir avec? Parce que je sais qu'il y a des parents qui nous écoutent. Mais j'ai eu des retours. J'ai eu un retour d'une jeune fille qui était en première secondaire et qui l'a lu et qui m'a dit j'ai adoré ça, j'ai eu aucun problème pour le comprendre. Maintenant, il y a des thèmes un peu plus difficiles parfois dans le livre, mais qui sont pas spécialement décrits, parce que je voulais pas non plus tomber dans le côté noir. Et donc je pense que même des jeunes de 11-12 ans, s'ils aiment lire, peuvent tout à fait lire ce roman sans être choqués. Et c'est quelque chose dont tu parlais, les enfants n'aiment pas lire. C'est ton sentiment, vu que tu t'en côtoies quand même Pour les quelques-uns? élèves que je côtoie, malheureusement, ils aiment de moins en moins lire. Heureusement, on en a encore, hein. Je dis pas que plus personne ne lit, mais quand on voit dans les classes, c'est vrai que quand je compare avec mon époque, il y en a beaucoup qui lisent. Ils lisent parce que les profs le demandent, mais quand on leur demande s'ils lisent en dehors de l'école, non, ils lisent vraiment juste ce qu'on leur impose. Mais je trouve que en règle assez générale, ils lisent de moins en moins, et c'est dommage. Il faudrait faire quoi pour qu'ils lisent plus? Bonne question. Je ne sais pas. Venir sur Twitch. Ou franchement, je ne sais pas. Je sais pas, il y en a, j'en ai parlé une fois avec mes élèves en disant mais pourquoi est-ce que vous n'aimez pas lire? Et il y en a qui m'ont dit ma maman m'a toujours lu des livres quand j'étais petit, mais depuis que je dois lire moi-même, je le fais plus. Il y en a beaucoup qui écoutent les livres en audio aussi, donc je pense qu'en fait ça devient vraiment le côté je dois m'asseoir et lire qui leur donne l'impression de perdre leur temps. Peut-être qu'ils s'y remettront un peu plus tard. Alors je vous donne l'info, vous qui nous écoutez, puisque tu parles du livre audio. J'adore faire ça. Le livre audio a gagné 800 000 nouveaux utilisateurs en 2021. Ça m'étonne pas. Oui, donc... j'entends beaucoup de personnes autour de moi qui se lancent dans les livres audio, parce que même mes amis qui ont des enfants me disent mais oui, moi j'écoute en repassant mon linge, j'écoute dans la voiture, et donc en fait je peux le soir dans mon lit lire quelques pages et puis en fait avancer en journée en faisant plein d'autres choses à côté. Et donc c'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui se lancent dans le livre audio, que je n'ai pas encore testé. Donc ça ne t'étonne pas. Et avoir ton livre en livre audio, ton éditrice est là, c'est le moment. Si tu veux lui passer un message. Si tu m'entends, j'adorerais avoir mon livre en audio. Je ne sais pas si les éditeurs ont ce projet, après à des échelles différentes. Mais... En tout cas, on n'en a jamais parlé. Je pense que pour le moment, c'est pas un projet. Pourquoi pas un jour? Qu'est-ce que tu retiens de ce passage à l'écriture, puisque voilà, tu ne t'y attendais pas, puis tu as eu envie, sur base des souvenirs de ton voyage et de ce que tu faisais quand tu étais à l'école le vendredi, mais tu retiens quoi de tout ça, finalement? Mais du coup, mes élèves m'ont demandé hier, est-ce que vous avez eu le stress de la page blanche? Et en fait, je leur ai dit que je vis ça comme du
pur bonus, en fait, puisque je pensais pas qu'il serait édité. C'est vrai que chaque fois qu'il m'arrive quelque chose de nouveau, je me dis, en fait, je m'y attendais pas, et donc c'est que du bonheur, c'est que du bonus. Et j'ai vraiment vécu cette aventure sans stress, en prenant au jour le jour tout ce qui arrivait. Et je continue quand je reçois des messengers de personnes qui me disent qu'elles l'ont lu, qu'elles ne me connaissent pas, ou au hasard de Facebook, tomber sur une chronique de quelqu'un que je ne connais pas et qui en fait l'éloge, c'est tellement gai. Et des choses qui t'ont surprise dans tout ça? Puisque c'est un monde que tu connaissais, que tu découvres. Pour les gens qui nous écoutent. C'est un monde tout à fait inconnu. Tout à fait inconnu. Ah, Émilie nous a entendu, donc peut-être qu'un jour. Qu'est-ce qui m'a surprise? J'ai tout découvert, en fait. J'ai découvert le nombre de manuscrits que les éditeurs recevaient chaque jour, le nombre de romans qui sortent chaque année, le fait que si un libraire ne lit pas le roman, il n'en fait pas la promotion, c'est peine perdue. Et donc j'en découvre un peu plus chaque jour, en fait. Et on parlait de Ampage édition, c'est l'occasion. Moi, je vais être tout à fait honnête, je connaissais pas. Et du coup, je suis ravi parce que ça me donne l'occasion de faire connaissance. Moi, il ne m'en faut pas beaucoup, vous savez, pour être très heureux, et là je le suis. Est-ce que c'est compliqué de trouver un éditeur quand on commence comme ça? Alors, je pense que c'est compliqué. Maintenant, comme je le disais au début, moi je l'ai vraiment fait parce que ma meilleure amie l'a lu, ma sœur l'a lu, elles m'ont dit essaye. Et donc en fait, comme une grosse flemmarde, j'ai cherché les maisons d'édition pas trop loin de chez moi qui acceptaient les PDF en me disant de toute façon il ne sera pas édité, donc je vais m'éviter de l'imprimer, de le relier. Et donc j'ai trouvé Ampage qui est à quelques minutes de là où j'ai grandi. J'ai essayé une autre petite maison, et puis tant qu'à faire, j'ai regardé dans ma bibliothèque la plus grosse maison parisienne que j'ai trouvée. Je me suis dit allez, je vais le tenter aussi, qui ne tente rien à rien. Et voilà, j'en ai essayé un peu au hasard comme ça, et puis je suis tombée sur Émilie qui l'a lu. Donc dans mon cas, ça n'a pas été dur, mais je pense vraiment que là, pour la peine, j'ai eu une bonne étoile au-dessus de moi, et j'ai vraiment eu un gros coup de chance de rencontrer Émilie. Et qu'est-ce qu'on t'a dit quand ça a été accepté par Émilie? Elle t'a dit quoi? Elle m'a envoyé un mail pour voir si on pouvait se rencontrer, et je me rappelle que j'ai répondu bien sûr, mais se rencontrer pourquoi? Ça me paraissait tellement pas possible que ce soit pour éditer mon roman que je voulais pas me projeter, et donc c'est vrai que j'ai eu du mal à réaliser. Et qu'est-ce qui est revenu? Donc, en général, les éditeurs, Émilie dit, faut dire si je dis des bêtises, mais de ceux que je connais, ils disent ce qu'ils ont aimé, ce qu'il faut éventuellement retravailler. Ça s'est passé comment, ce travail? Il a fallu retravailler un peu ou pas? Alors, on a retravaillé pendant plusieurs mois. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas dû changer mon histoire du tout. Émilie m'a rien fait changer, donc le roman, c'est vraiment l'histoire originale qu'il y a dans le manuscrit. Par contre, elle m'a fait beaucoup retravailler des chapitres, et surtout ajouter de l'émotion, ajouter des détails. Et voilà, les passages en fait aujourd'hui sur lesquels les gens reviennent en me disant ce passage-là, c'est vraiment un passage qui m'a fait verser une larme, un passage où mon cœur était serré. En fait, c'est tous les passages qu'elle m'a fait retravailler. Et donc j'ai vraiment eu ce côté conseils éditoriaux derrière l'édition du manuscrit. Et je la remercie parce que je pense que c'est vraiment grâce à tout ça aussi que le roman aujourd'hui décolle et fait qu'il touche les lecteurs. Eh bien, on va essayer d'aider à notre petit niveau ici, mais c'est l'occasion, puisque je découvre. Que me dirais-tu pour me faire découvrir Ampage? Après, j'y étais un peu voir, j'avoue, j'ai été curieux, mais pour les gens qui ne l'ont pas été, que dirais-tu? Attention, c'est une question piège, elle écoute. Oui. Comment présenterais-tu cette belle maison d'édition? Qui n'est pas encore énorme, mais qui est vraiment très variée. Elle fait des livres jeunesse, elle fait du roman feel good avec le mien, elle fait du policier, elle a un fantastique, et donc c'est vrai qu'elle peut toucher en fait tout type de lecteur, donc ça vaut la peine d'aller voir son catalogue et son site internet. Est-ce que tu pourrais écrire autre chose que du feel good? Je pense que j'aurais du mal dans le sens où je lis principalement du feel good, et donc j'aurais vraiment du mal, je pense, à me lancer dans quelque chose que je ne connais pas. Je lis du policier à l'occasion, je lis éventuellement un thriller si vraiment on me le conseille, mais ça reste quelque chose de très très occasionnel, et donc je pense pas avoir les compétences pour écrire ce genre de roman. Dans le chat, n'hésitez pas, vous êtes toujours là, vous êtes très silencieux, mais je pense qu'ils t'écoutent religieusement. Ça, c'est le côté enseignante, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais en Je ne tout sais cas, pas si mes élèves sont aussi religieux, mais Mm, je crois qu'ils sont quand même moins silencieux. je pense pas. Alors, Johan nous dit un conte fantastique serait une piste. Est-ce que le fantastique, c'est quelque chose qui te parle? C'est quelque chose que j'ai jamais lu. Pourquoi pas? Je peux même pas dire que j'aime pas, j'ai jamais lu un livre fantastique. Peut-être que je tente. Livre jeunesse? Ça me tente bien, un livre jeunesse un jour. Voir mon petit garçon se promène avec mon roman régulièrement et il rêve d'écrire un livre et je me dis pourquoi pas un jour essayer peut-être avec lui, même un livre pour enfants. Voilà, ça c'est un projet, pourquoi pas. Et donc, Mu nous dit je lis peu de feel good, mais j'apprécie ceux que je lis. Donc, mais comment les sélectionnes-tu, Mu? Ça m'intéresse. Moi je sélectionne, comme tu disais tout à l'heure Frédéric, je choisis la plus belle couverture devant moi Toi aussi. et puis seulement je retourne et je lis la 4e de couverture et je fonctionne beaucoup au coup de cœur de libraire aussi. J'adore les petits mots, les petits post-it sur un roman, donc c'est vrai que ça oriente mes choix. Et en parlant des petits mots, je disais les retours. J'ai été voir par exemple, c'est un peu la Bible hein, pour nous, mais Babelio, qui, Oui. voilà, tu as une très bonne note. Toi pour les enseignants, on parle de notes, mais très très bonne note, beaucoup de beaux compliments. Ça te fait quoi de lire tout ça? Est-ce que tu lis les retours? Tu t'as dit que oui tout à Alors l'heure. Mais... je lis tous les retours évidemment et je me rappelle du tout premier qu'on a reçu donc sur Babelio et même la toute première critique qu'on a reçue de Bookstagrammeuse qui était vraiment très positive et j'avoue que j'ai versé une petite larme en la recevant. Et tu aimerais qu'on retienne quoi de ce livre et de cette aventure? Voilà, quand on referme ton bouquin, sans spoiler. Alors, moi, c'est un peu c'est le truc qui me fait le plus peur au monde, le spoil. Mais je suis un gars qui tue des gens qui n'existent pas. Vous savez, ma spécialité à moi, c'est le thriller. Donc, voilà, je sais pas, est-ce qu'on peut vraiment spoiler un feel good? Mais je crois que oui, donc on va pas le faire. Oui, je crois qu'on peut le spoiler. Donc on va pas le faire, ça c'est sûr. Spoiler. Mais qu'est-ce que tu voudrais que les gens qui ont passé un moment avec ce livre retiennent quand ils le referment? Qu'est-ce que je voudrais qu'on retienne? Et en général, ce qu'on me dit qu'on retient, c'est ce côté que l'amour maternel permet tout et c'est le plus beau des compliments. Est-ce que ça parle aux lecteurs et aux lectrices, d'après toi, de ce que tu vois? Des retours que j'en ai, oui. Maintenant, est-ce que c'est les seuls retours ou est-ce que les autres n'osent pas m'écrire? Mais c'est vrai que pour le moment, tous les retours que j'ai sont positifs. Et puis même quand c'est des retours parfois avec des petites critiques, tant que c'est constructif, je trouve que c'est tellement précieux de dire j'ai aimé ce livre, mais peut-être que ce petit point-là pourrait être amélioré, ou peut-être que je trouve que c'est toujours quelque chose de constructif et de positif. Alors, en plus, vous qui nous écoutez, c'est un livre plein de voyages et d'émotions, et le prix n'est pas très élevé. C'est un peu comme le mien. En fait, 14 €, c'est cool. Oui, on fait pareil, 14 €. Voilà, on est raccord. Finalement, c'est la poste qui coûte le plus cher, comme d'hab. Mais c'était... Je sais pas si... J'ai pas été voir les autres livres, voir les prix, mais c'était une volonté voilà, de rendre ça le plus accessible possible, parce que c'était un très bon prix, en fait. 14... Moi, j'ai fait la même chose pour le mien avec mes éditeurs, donc je suis bien placé pour dire ça. C'était une volonté pour que beaucoup de gens puissent y avoir accès? Pas pour moi, dans le sens où je découvrais vraiment le monde de l'édition, et donc Émilie m'a dit 14 € et je me suis dit ok, 14 €, j'y connaissais vraiment rien du tout. C'est vrai que je me suis dit 14 € c'est pas très cher, donc ça permet à tout le monde de l'acheter si on a envie, mais c'était pas du tout une volonté de ma part ou une demande, j'avais vraiment aucune idée du prix que ça pouvait coûter. Et donc pour les gens, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent qui se demandent s'ils pourraient un jour écrire, ou qui se disent qu'ils n'écriront jamais parce que c'est les fous au Japon qui vont s'enfermer dans un bar un peu louche. Mais j'étais en train de me dire, parce que je t'écoute évidemment très attentivement, que le salaire au Pérou te permet de rester 2 heures dans ce bar. Et c'est quand même effrayant quand on y pense. Si tu fait des liens dans toute cette soirée incroyable. C'est-à-dire que vous pouvez rester 2 heures dans le bar louche de monsieur, je ne sais plus comment, Kawaii. Avec son salaire mensuel. Avec le salaire mensuel au Pérou. C'est quand même dingue. Est-ce que tu as des projets
parce que les retours sont très 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 bons. Est-ce que ça te donne des ailes et d'autres idées? Est-ce que tu as déjà travaillé? Qu'est-ce que Alors tu des nous idées, prépares? j'en ai plein, j'en ai trop des idées. J'ai du mal à me canaliser. J'ai vraiment du mal quand je choisis un thème à arriver au bout parce qu'une fois que je suis à la page 3, j'ai déjà 3 autres idées qui sont arrivées. Donc c'est vrai que les idées, c'est pas un problème. Et les projets, oui, j'en ai d'autres. Et le deuxième manuscrit est en bonne voie, donc j'espère le voir en librairie prochainement. Et ça parle de quoi, en 2 mots? J'essaye, hein. Allez, Tu me pardonnes, pitcher, hein. c'est l'histoire d'un jeune Corse qui débarque à Bruxelles pour faire ses études de droit et qui ne veut plus parler de son passé, absolument. Voilà, c'est derrière lui, il veut plus en parler, il veut plus y retourner. Il rencontre une jeune étudiante belge, Lou. Ils font leurs études à Bruxelles, ils s'installent à Coxyde, à la mer du Nord, ils font leur vie là-bas. Et puis un jour, il se passe quelque chose dans leur vie qui fait qu'elle a besoin de savoir d'où il vient et pourquoi il veut plus en parler. Donc elle commence à fouiller. Et ça se passe en parallèle donc avec Pablo d'aujourd'hui et Pablo enfant. Et donc le lecteur peut lui construire des débuts de piste alors que Lou, dans l'histoire, elle n'en a pas du tout. Voilà. Et donc, ça se passe à Bruxelles, Entre la Corse et Coxyde à la mer du Nord, et Coxyde. ou en Belgique. Et ce sont des endroits pareils que tu connais, que tu as visités. Pareil, ce sont des endroits que j'ai traversés et qui m'ont marqué. Et tu as des carnets sur ces lieux. Là, j'avais pas de carnet, j'avais mes albums photos et puis mes souvenirs. Mais donc, ça t'a donné envie de continuer. Oui, bien sûr. Et c'est terminé ou... Le manuscrit est terminé et normalement, on va démarrer la phase de correction. Donc, Allez. c'est en bonne voie. Et donc, en attendant, n'hésitez pas dans le chat si vous avez encore quelques questions. C'est le moment, c'est l'instant avant qu'on raccroche. Mon PC ne s'est plus arrêté, vous imaginez. C'est déjà pas mal, hein. Ni Streamlabs, ni rien du tout. On a pu faire ça tranquillement. Je lis dans le chat, je vous Mais profite. évidemment, fais comme chez toi, ce chat est le tien. Les hommes sont égaux. Je sais même pas si c'était une volonté à la base de rappeler que tous les hommes sont égaux, plutôt montrer la différence qu'il y a à la base et puis le fait que chacun est libre de construire son destin comme il l'entend ou comme le destin le permet justement. Et donc voilà, c'était plus cette envie-là. Que rien n'est défini et rien n'est impossible. Que rien n'est impossible. Oui. Ça aussi. On ne fera pas mieux ce soir et on coupe là-dessus. Ce sera ma phrase du jour. Emu nous disait donc: mes amis savent que certains sujets ne vont pas me plaire, donc elles sont une grande source. C'est pour les feel good, si je me rappelle bien. Johan aime cette idée. Eh bien, moi aussi, j'avoue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'arrive tout doucement au bout des miennes. Est-ce que ça va toujours, Eva? Est-ce que tu oui, ça va. Est-ce que tu t'amuses Moi, ça bien va. avec nous? J'espère que pour les auditeurs aussi. Je passe une très bonne soirée. Tu passes une très bonne soirée. Écoute, moi aussi, c'est le principal. Franchement, j'insiste. Superbe couverture. Je l'ai dit au tout début et je le redis, mais j'ai pas encore eu l'occasion de te lire, malheureusement. C'est pour ça que je rentre pas dans les détails. Comme ça, en plus, on spoil pas le feel good. En tout cas, merci pour ta spontanéité, pour toutes ces réponses. J'ai envie d'aller visiter le Pérou, mais qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que le fait d'écrire tout ça, d'en reparler aujourd'hui, et j'imagine devant les classes et autres, ça te donne envie de repartir? Je suis mitigée. Mon voyage au Pérou, donc tout ce qui est la première semaine qu'on a fait dans les villes, ça a été des belles découvertes parce que c'est un très beau pays. Mais voilà, ça reste très ville. Et puis là-bas, on a des hommes d'affaires, on a la pauvreté, donc ça a été plus compliqué. Par contre, partir à Pamparomas, c'est clair que c'est un rêve, mais c'est beaucoup moins accessible. Donc c'est pas un voyage que je pourrais faire sac à dos avec mes 2 enfants. Donc je pense que si je devais repartir au Pérou, j'attendrais qu'il soit grand et je le referais sac au dos pour aller à la rencontre de l'habitant là-bas et puis revivre ces moments magiques, ces moments de partage, plus que d'aller refaire des villes dans les hôtels. Et donc, Johan nous dit, c'est un beau moment. Je suis d'accord, super moment pour Rosalie Lowy. Et bien, je suis ravi si... En plus, comme tu vois ici, c'est très bienveillant. Donc, tu n'as plus rien à craindre si tu avais encore quelque chose à craindre.
Je me demandais, alors c'est un peu rendez-vous en terre inconnue hein, que tu nous proposes, ça me fait C'est ça. rêver, mais au-delà du Pérou et d'attendre que les enfants grandissent un peu, tu aimerais aller où pour te donner peut-être encore plus d'idées que ce que tu n'as pour l'instant, alors qu'il y en a déjà Alors, trop, mais le prochain voyage dont je rêve, c'est la Grèce, que je n'ai pas encore visité, mais c'est vrai que pour le moment, que les enfants petits, on reste très touriste. On part à l'hôtel et je me réjouis dans quelques années de pouvoir refaire ces voyages sac à dos. Je trouve que c'est tellement enrichissant de pouvoir partir en dehors de ces circuits touristiques, découvrir la vie comme on ne la connaît pas. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui me porte. Donc j'ai hâte de pouvoir refaire ce genre de voyage. et donc la Grèce, autre chose. Allez, ce soir, et juste pour toi, budget illimité. Ah, budget limité, Mais alors budget fictif, j'insiste. Ou alors il faut allez-y, qu'Émilie il faut. vende beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a moyen, il y a moyen, il y a La moyen, Guadeloupe évidemment. me tente aussi beaucoup. On a dit qu'on ferait un jour les États-Unis. En termes de voyage, je suis pas très limitée. J'ai envie de visiter tout, de rencontrer plein de gens. Donc, budget limité, c'est. Ouais, je ferai le tour du monde en fait avec un budget limité. Je pense que d'autres seraient tentés par cette idée. Alors, le chat parallèle continue de me poser des questions. Vous êtes incroyables, je vous jure. Je vous jure. Ah là 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 là. Tu parlais tout à l'heure, on revient à ton livre, on ne l'a jamais vraiment quitté, évidemment, La trace des étoiles, avec cette espèce de traversée des montagnes dont tu parlais, Oui. et on me demande, est-ce qu'il y a du suspense? Alors ça, c'est des habitués des thrillers qui te parlent. Donc, Alors, est-ce qu'il y a du suspense? oui, il y a du suspense, puisque tout au long, on se demande comment Esteban et Louis vont se rencontrer, puisque dès la 4e de couverture, on pose ce décor d'histoire de destin croisé, et donc c'est un peu le suspense de comment est-ce que Louis et Esteban vont se croiser, et d'après les retours que j'ai, apparemment, le suspense est pas trop mauvais. Et Johan demande pourquoi ce titre précisément. Comment le faire sans spoiler? Simplement en référence à toutes les personnes qu'Esteban va croiser sur sa route et qui vont construire le jeune homme qui va devenir. Eh bien, c'est une excellente façon de conclure pour l'instant. Sauf s'il reste des questions, soit dans le chat parallèle, mais que je ne regarde plus. Voilà, je boude, je fais grève. Et donc pour une toute belle soirée, Johan a fini ses questions. Eva, il me reste déjà à te remercier 1000 fois, je le ferai encore après. Mais il y a une tradition ici, je te prends pas au dépourvu, je t'ai prévenu, ce qui est comme gentil. Oui. Le mot de la fin est toujours pour l'invité. Je te laisse évidemment refermer le couvercle de ta boîte. Mais que souhaites-tu nous dire pour conclure cet échange captivant? Je pense que le plus important, c'est merci à toi. Merci pour cette boîte que tu fais vivre. Merci pour cette visibilité que tu nous offres. Et puis ce moment de partage avec les lecteurs ou les futurs lecteurs, c'est vraiment quelque chose de super enrichissant. Donc voilà, merci, ce sera le mot principal pour fermer cette boîte avec toi. Et puis il y aura la suite, parce qu'on n'en reste jamais là. On n'en reste jamais là, on se recroisera ici ou là. Je pense que c'est notre amie Amandine Ferron qui m'avait dit le plus grand bien de ce que tu fais. Entre voyageuses, je pense que... Entre voyageuses, entre collègues, c'est vrai que c'est elle qui m'a collègues, donné la chance de découvrir cette boîte. Et en tout cas, c'était un plaisir de parler de ce livre avec toi, La trace des étoiles. Plaisir partagé. Je te souhaite le meilleur, très sincèrement. Merci. Je pense que ça... Parce que, alors le chat ne fait pas que poser des questions bizarres, ils me disent « Ah, ça a l'air vraiment bien. Demande-lui ça, demande-lui ça. » Vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Merci aussi à vous pour les questions dans la chatroom. Cette émission ne serait pas la même sans vous et ces lives seraient tellement plus embêtants si j'étais tout seul. Et donc, merci beaucoup de faire vivre ce projet. Moi, je fais ce que je peux, évidemment, mais sans vous, ça n'aurait aucun sens. Et puis, voilà, les auteurs qui viennent nous rejoindre pour nous rencontrer.
on casse aussi un terrible cliché, parce qu'on me pose la question, est-ce qu'on ne parle que de thrillers et de morts atroces? Mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, puisqu'on est des gens très très curieux ici, et vous aussi dans la chatroom, merci à vous. Merci aussi à vous en replay, je sais que vous êtes nombreux, parce que parfois on n'est pas libre le jeudi soir, c'est pas un drame, je ne vous en veux pas, sachez-le, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les replays, malheureusement on peut plus poser vos questions, donc n'hésitez pas à aller voir Eva quelque part, je ne sais pas si tu es dans des salons prochainement, où les gens pourraient te retrouver, par exemple. Prochainement, j'en ai pas prévu, et s'il y a des lecteurs, on sait jamais, de la région de Fontvieille, je serai au salon de Fontvieille fin septembre. Eh ben oui, avec ce retour, peut-être ce tapis rouge quand tu vas descendre de la voiture. Peut-être. Il y a peu de chance, mais pourquoi pas. Imagine qu'il y a une statue de toi quand tu arrives. C'est ça, sur la place de Fontvieille. Ou alors ils peuvent rebaptiser la place de Fontvieille. Ah oui, encore mieux, pourquoi pas. On peut tout imaginer en fait, on peut tout se permettre, c'est ça la boîte. J'aime beaucoup tes idées. Ah écoute, on va leur soumettre, on n'irait pas jusqu'à faire une pétition, mais on peut leur soumettre. C'était vraiment un plaisir, merci pour ta bonne humeur, merci en tout cas pour tout ça. C'est un livre qui donne envie, je sais qu'il a donné envie à plein de gens, à moi déjà, c'est pas mal, et à d'autres. À bientôt, quand tu veux. Merci beaucoup. Pour parler de Corse et de Coxide, ça c'est un... Avec plaisir. C'est un grand écart. Merci beaucoup, bonne soirée à tous.